Catherine Graciet et Éric Laurent. Le roi prédateur. Édition du Seuil. Avant-propos. Notre livre décrit une prédation royale. Depuis son accession au trône, en 1999, Mohamed VI a pris le contrôle de l'économie du Maroc dans l'arbitraire le plus absolu. Une stratégie d'accaparement marquée par la corruption effrénée de ses proches. Au Maroc, en 2012, la monarchie impose toujours le silence et le secret sur ses agissements, ce qui a rendu notre enquête souvent délicate à mener. Pendant plusieurs mois, nous avons rencontré plus de 40 témoins sur le sol marocain mais aussi à l'étranger. Par souci de prudence, afin d'éviter les fuites, nous n'avons parfois révélé à nos interlocuteurs qu'une partie de notre projet. Ceux qui ont accepté de nous parler se divisent en 3 catégories. Des hommes proches du palais ou du premier cercle gravitant autour du roi, capables d'en décrire les mœurs, le fonctionnement et les intrigues. Des experts, dont les compétences précieuses permettent de déchiffrer l'opacité des affaires royales dans des secteurs tels que l'agriculture, la finance, etc. Et, enfin, des politiques, qui connaissent certains domaines sensibles que nous souhaitions aborder. Ils ont accepté de nous parler mais, à l'exception de 5 d'entre eux, ils ont tous exigé que nous garantissions leur anonymat et modifions des détails qui auraient pu permettre de les identifier. La monarchie marocaine a instauré parmi les élites dirigeantes une véritable culture de la docilité. Mais, surtout, elle fait peur, lorsqu'elle s'abat. La disgrâce royale condamne socialement mais aussi financièrement et professionnellement. Nous voulons remercier tous ceux qui nous ont aidés et qui sont conscients que les dérives royales que nous décrivons exigeaient d'être révélées. Ils connaissent notre attachement sincère au Maroc et à son peuple. Nous avons l'un et l'autre travaillé comme journalistes dans ce pays. L'une de nous, Catherine Graciet, a travaillé au sein de la rédaction du grand journal d'opposition Le Journal hebdomadaire, depuis lors fermé par les autorités, et a notamment passé une année en poste au Maroc, à Casablanca. Cela lui a permis d'apprendre à connaître les coulisses politiques et économiques du royaume, ainsi que ses protagonistes. L'autre, Éric Laurent, a rencontré à de nombreuses reprises en tête-à-tête Hassan II, dans ses différents palais, en vue de réaliser un livre d'entretien avec lui. Intitulé La mémoire d'un roi, cet ouvrage est paru en 1993. Cette expérience lui a permis d'observer de façon privilégiée les mœurs du palais et de la cour. Au Maroc, la monarchie demeure le seul pouvoir. Elle continue de prospérer puisqu'elle a eu la bonne idée de transformer, depuis des décennies, la vie publique et les institutions en un théâtre d'ombre. Les excès du roi sont protégés par une omerta que nous avons décidé de briser avec ce livre. Nous démontons non seulement les mécanismes d'un système, mais aussi les ressorts psychologiques internes qui ont transformé le prétendu roi des pauvres en un véritable roi prédateur. Chapitre 1. Mohamed VI sans roi Mida. En juillet 2009, le magazine américain Forbes créa la surprise en publiant sa liste annuelle des personnalités les plus riches du monde. Dans le classement spécialement consacré au monarque, le roi du Maroc, Mohamed VI, faisait une surprenante apparition à la 7e place, avec une fortune évaluée à 7,5 milliards de dollars. Il devançait des rivaux en apparence pourtant plus richement dotés, comme l'émir du Qatar, au sous-sol regorgeant de gaz et de pétrole, ou celui du Koweït, dont la fortune, selon Forbes, était 6 fois inférieure à celle du souverain marocain. En 2009, la crise financière mondiale survenue un an plus tôt avait frappé de plein fouet l'ensemble des revenus, y compris ceux des plus fortunés. Pourtant, Mohamed VI, dont la fortune avait doublé en 5 ans, semblait mystérieusement échapper à ces aléas puisque Forbes le plaçait en tête du classement des personnalités ayant accru leur richesse durant l'année 2008. Il existait bien entendu entre ce top 10, où figurait le monarque marocain, et les profondeurs du classement où stagnait son pays une distance considérable. Dans le rapport mondial sur le développement humain élaboré par le PNUD, l'Agence des Nations Unies pour le développement, couvrant la période 2007-2008, le Maroc est en effet classé au 132e rang,
sur 177 États, du point de vue du développement humain, et le taux de pauvreté du pays atteint 21,1%. Mieux encore, plus de 5 millions de Marocains vivent avec 10 dirhams par jour, soit un peu moins d'1,02 €, et le salaire quotidien minimum légal n'excède pas les 55 dirhams, 5 €. Pour ne rien arranger, en 2008, la dette publique du Maroc a bondi de 10% en un an, pour atteindre 11,9 milliards d'euros, soit 20% du PIB. Le classement de Forbes ne faisait que soulever pudiquement un coin du voile sur l'ampleur d'une fortune royale en vérité beaucoup plus importante. Surtout, il taisait ou ignorait les moyens mis en œuvre pour parvenir à amasser une telle richesse. Il liait la fortune du roi à l'augmentation du prix des phosphates, dont le Maroc est l'un des premiers producteurs mondiaux, et, ce faisant, se trompait d'époque. Un coup d'État économique. Pendant longtemps, durant le règne d'Hassan II, l'OCP, office chérifien des phosphates, avait vu une part importante de ses bénéfices, jusqu'à 70%, estimait en moins, soustraite au budget public pour satisfaire aux dépenses du souverain. Un arbitraire royal somme toute comparable à celui que pratique la famille régnante soudienne, qui accapare une bonne partie de la manne pétrolière. Mon pays m'appartient, estimait Hassan II, qui appliqua avec constance ce principe. Son style de vie était particulièrement dispendieux. Il aimait le luxe, les dépenses somptuaires, et pourtant jamais il n'apparut dans le classement des plus grandes fortunes. Si son fils, en moins de 10 ans de règne, a accompli ce bond quantitatif, c'est parce qu'il s'est livré à une sorte de hold-up à l'encontre de l'économie de son pays. Une prise de contrôle de tous les secteurs clés, un coup d'État économique larvé où l'apparence de l'égalité s'est employée à masquer l'ampleur de l'arbitraire. Partout, à travers le monde, des dirigeants autoritaires ou des dictateurs détournent une partie des richesses nationales à leur usage personnel. Le plus souvent il s'agit de matières premières, comme le pétrole. Mais ce pillage revêt un caractère en quelque sorte illicite, hors la loi. L'abus de pouvoir au Maroc, tel que nous allons le révéler, est d'une toute autre nature et relève d'une situation inédite, sans précédent. Ce pays présente en effet toutes les apparences d'un système économique normal, et à certains égards sophistiqué, banque, entreprise, secteur privé. Une réalité dont il convient de parler au passé. Le secteur économique marocain ressemble désormais à un village potemkin qui dissimulerait les prédations royales. Un maître des forges français, Wandel, avait énoncé au début du XXe siècle un principe que Mohamed VI et son entourage semblent avoir repris à leur compte: le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. Le roi est désormais le premier banquier, assureur, exportateur, agriculteur de son pays. Il contrôle également le secteur de l'agroalimentaire, de la grande distribution et de l'énergie. Une prise de contrôle feutrée. Pourtant, l'enrichissement effréné du souverain et de quelques hommes à son service peut avoir des conséquences politiques incalculables, au moment où la population est touchée de plein fouet par une crise qui l'appauvrit et fragilise les classes moyennes. C'est pourquoi leurs agissements ont partie liée avec le silence et l'ignorance. La révélation de Forbes fut suivie par un épisode de censure particulièrement absurde. En juillet 2009, l'hebdomadaire français Courrier International fut interdit sur le territoire marocain. Il avait reproduit, sous le titre Un roi en or massif, un article de la journaliste Fedoua Tounassi publié un peu plus tôt par la publication marocaine Le Journal hebdomadaire. Ce zèle absolu, et à contretemps, des censeurs traduisaient l'extrême nervosité provoquée par la divulgation d'informations portant sur la fortune royale. Un tabou jusqu'ici inviolé, comme tout ce qui a trait à la personne du roi. En montant sur le trône en 1999, Mohamed VI avait reçu le qualificatif flatteur de roi des pauvres. 10 ans plus tard, on découvrait qu'il était devenu le roi des bonnes affaires. Plus choquant encore, il aime être présenté comme un businessman,
terme ici totalement vidé de son sens puisque la détention d'un pouvoir absolu lui permet de réduire à néant toute concurrence. Un rapide parallèle avec d'autres monarchies, fussent-elles de nature constitutionnelle, permet de comprendre que nous sommes ici aux antipodes de toute éthique démocratique. Imaginerait-on la reine d'Angleterre ou le roi d'Espagne à la tête des plus grands établissements financiers, industriels, agricoles de leur pays, opérant dans une situation de monopole à peine dissimulée? Les 38 années du règne d'Hassan II furent ponctuées de coups d'État et de crises diverses. Mais l'homme était un redoutable animal politique, doté d'un instinct de survie impressionnant. Dans les années 1960 et 1970, au moment où la plupart des pays nouvellement indépendants choisissaient la voie socialiste, il se tourna habilement vers l'économie de marché tout en mettant en œuvre une stratégie d'accaparement de la rente. Le jardin secret du roi attentif à ses intérêts, Hassan II a toujours veillé à ce que la famille royale, et d'abord lui-même, bénéficie de revenus financiers conséquents. Mais, omniprésent dans le champ politique, il se désintéressait fondamentalement des questions économiques. Son successeur, lui, demeure une véritable énigme politique, inexistant sur la scène internationale, souvent absent de la scène intérieure. Il n'a jamais accepté d'être interviewé par un journaliste marocain, n'a jamais accordé la moindre conférence de presse, et il paraît se désintéresser de la politique comme de son pays. En revanche, hyperactif dans le contrôle de ses affaires, il semble regarder le Maroc comme un marché captif soumis à son bon vouloir. Le goût des bonnes affaires et le jardin secret du roi, un secret qui fut longtemps soigneusement gardé par ses conseillers courtisans, mais un jardin qui s'étend aux frontières du royaume. Cette prédation autarcique traduit un étrange aveuglement au moment même où l'histoire, dans le monde arabe, est en mouvement. La dénonciation de la corruption était en effet au cœur des slogans lancés par les peuples qui ont eu raison des régimes autoritaires en Tunisie, en Égypte et en Libye. Au Maroc, les manifestations qui se déroulent ces temps-ci à travers le pays mettent nommément en cause les deux collaborateurs les plus proches du roi et stratèges de sa mainmise sur l'économie et la politique du royaume. Dans un univers aussi soigneusement codé et feutré que le Maroc, ces attaques visent en réalité la personne même du souverain, auquel il serait sacrilège de s'attaquer frontalement. Aussi l'annonce par Forbes en 2009 du montant supposé de la fortune royale rendit-elle les proches collaborateurs du roi extrêmement nerveux. Le 1er août 2009, le palais, par le biais du ministre de l'Intérieur, fit saisir et détruire le dernier numéro du magazine indépendant tel quel et sa version arabophone. Nishan. Motif, la publication d'un sondage à l'échelle nationale pour savoir ce que les Marocains pensaient du souverain. Un cas de censure odieux, mais surtout absurde, le peuple portait un jugement positif sur l'homme monté sur le trône 10 ans plus tôt. Le porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture USA alors d'une formule péremptoire, la monarchie ne peut être mise en équation. En équation peut-être pas, mais en chiffres certainement, d'où l'inquiétude qui s'emparait de ces exécutants à la manœuvre. Principe de base au Maroc, sécrété par le système, tout homme détenteur d'une parcelle de pouvoir est un courtisan s'efforçant de toutes ses forces de défendre le roi pour mieux se protéger lui-même. Le Monde, qui publia les résultats du sondage, fut interdit 2 jours plus tard au Maroc. Les autorités marocaines récidivèrent ensuite en bloquant l'édition du quotidien en date du 22 octobre 2009. Ça une exhibait un dessin de Plantu montrant un personnage coiffé d'une couronne, tirant la langue avec ce qui ressemblait à un nez de clown. La légende mentionnait procès au Maroc contre le caricaturiste Khalid Guédar qui a osé dessiner la famille royale marocaine. Désormais l'opinion se fait entendre dans les pays arabes. Une irruption fâcheuse, qui perturbe la stratégie et complique les objectifs des dirigeants en place. Sauf au Maroc, où, impavide, le roi et ses exécutants continuent de se livrer à la prédation. Le magzen est le mot par lequel on désigne l'appareil d'État entourant le souverain. Ses caractéristiques,
une soumission aveugle aux ordres du monarque et un désir effréné de satisfaire des besoins que la position occupée au sein de la hiérarchie permet d'assouvir. Pour les hommes du Maghreb, le Maroc n'est qu'une mine à ciel ouvert où l'on est susceptible de puiser en toute impunité. Un monde où le sens de l'intérêt général et de l'intérêt national n'existe pas. C'est ainsi que le souverain marocain et ses proches conseillers pratiquent cette forme dégradée du pouvoir qui est l'abus permanent. Chapitre 2. Quand la monarchie vit au crochet de ses sujets. Le revenu annuel par tête d'habitant au Maroc était en 2009 de 4 950 $, soit moitié moins que celui des Tunisiens et des Algériens. Pourtant, ce pays pauvre doté d'un État faible est une source inépuisable de satisfaction pour le roi. En s'octroyant la plus grande partie de l'économie du pays, il accroît une fortune personnelle déjà immense, tandis que le budget, modeste, de l'État prend en charge toutes ses dépenses. Règle numéro 1, le souverain et sa famille ne paient aucun impôt. Règle numéro 2, sur ce sujet, l'opacité et le silence sont la règle, et cette très généreuse couverture sociale octroyée au monarque et à ses proches ne souffre aucun débat. La première constitution, élaborée en 1962 par Hassan II, mentionnait pudiquement: le roi dispose d'une liste civile. Près de 50 ans plus tard, le projet de la nouvelle constitution, élaboré par son fils, reprend, en son article 45, les mêmes termes lapidaires. Une discrétion à laquelle les membres du Parlement sont sensibles. Toutes tendances politiques confondues, ils votent chaque année sans discuter, et à l'unanimité, le budget annuel octroyé à la monarchie. Pour expliquer cette touchante passivité, un député confia un jour à un journal marocain: généralement, on n'ose même pas prononcer les mots budget royal au moment du débat sur la loi de finances. Mohamed VI se voit ainsi verser chaque mois 40 000 $, un salaire royal dans tous les sens du terme, puisqu'il est 2 fois plus élevé que celui du président américain et celui du président français. Les pensions et salaires royaux, d'un montant annuel de 2,5 millions d'euros, englobent les émoluments versés aux frères du roi ainsi qu'à ses sœurs et aux princes proches d'eux, le tout sans qu'il soit dit un mot de la ventilation entre eux. Tous les membres de la famille royale perçoivent en outre leur propre liste civile, versée par l'État marocain en contrepartie de leurs activités officielles, le plus souvent bien modestes. La générosité du contribuable marocain, mis ainsi à contribution, sert à financer celle du roi. Sous la rubrique subvention du roi et de la cour, 31 millions d'euros, 310 millions de dirhams, sont en effet octroyés au souverain afin qu'il les redistribue, selon son bon vouloir, en dons et subventions. Une somme dont l'usage échappe naturellement à tout contrôle, mais on sait qu'au temps d'Hassani elle servait en partie de caisse noire pour s'assurer les faveurs de certaines personnalités politiques, marocaine ou étrangère, et récompensée pour sa fidélité l'étrange tribu française des Amis du Maroc, composée de journalistes, d'académiciens, de médecins, d'avocats et d'anciens responsables des services de renseignement. Chaque année, tous ces bénéficiaires recevaient un carton d'invitation frappé aux armoiries royales, les conviant à la fête du trône, ainsi que des billets d'avion de première classe. Dans la cour du palais, inondée de soleil, où se retrouvaient tous les corps constitués, ils formaient une masse sombre, distincte. La Légion d'honneur à la boutonnière. Pour la plupart d'entre eux, ils respiraient la satisfaction et la respectabilité. Manifestement honorés de faire partie des élus, ils attendaient avec impatience le moment où ils pourraient enfin s'incliner devant le roi en lui baisant la main. Pourtant, cette tribu était aussi prudente que vaniteuse. Pour rien au monde elle n'aurait renoncé à ses privilèges, mais elle répugnait à s'impliquer dans la défense du souverain. Chaque attaque contre Hassan II les trouvait silencieux, gênés, comme absents. Le seul qui défendit, et avec courage, le roi du Maroc fut l'animateur Jacques Chancel. Par contraste, Maurice Druon, le secrétaire général de l'Académie française,
qui se réjouissait tant de côtoyer le roi du Maroc, se réfugia toujours dans un silence prudent. 12 palais royaux. Les 12 palais royaux répartis à travers le pays, auxquels s'ajoute une trentaine de résidences où travaillent plus de 1200 personnes, sont pris en charge par le trésor public à hauteur de 1 million de dollars par jour. De ces 12 palais, le roi actuel, comme son père d'ailleurs, n'en occupe régulièrement que 3 ou 4, nombre d'entre eux n'ont même jamais reçu sa visite. Mais peu importe, tous sont entretenus avec le même soin vigilant. Jardiniers, domestiques, cuisiniers s'affairent dans chacun d'entre eux comme si le roi allait surgir à tout instant, même si l'on sait qu'il séjourne au même moment à l'autre bout du pays ou qu'il voyage à l'étranger. Les salariés employés par le palais coûtent chaque année près de 70 millions de dollars au budget de l'État. Une structure pyramidale qui s'élève depuis les plus humbles serviteurs du roi jusqu'au sommet de l'appareil, composé du cabinet royal, 300 employés permanents, du secrétariat particulier du roi, du cabinet militaire, de la bibliothèque et du collège royal, de plusieurs cliniques et de l'entretien du mausolée de Mohamed VI où sont enterrés le premier roi et son successeur Hassan II. Le parc automobile, lui, bénéficie d'un budget de 6 millions d'euros, consacré au renouvellement des véhicules utilitaires mais aussi à l'entretien des voitures de luxe appartenant au souverain. À l'époque de Hassan II, le visiteur ne manquait pas d'être surpris en découvrant l'abondance de Rolls-Royce, Cadillac, Bentley, Ferrari et autres modèles de luxe soigneusement alignés dans les garages royaux. Son successeur, lui, n'hésite pas à affréter un avion militaire marocain, de type Hercule, pour transporter son Aston Martin DB7 en Angleterre jusqu'au siège du constructeur, afin qu'elle puisse être réparée dans les plus brefs délais. Il est également le client privilégié de Ferrari, dont il achète de nombreux modèles. Ses caprices vestimentaires ont également un coût pour le budget de l'État, 2 millions d'euros par an. Son père se plaisait à changer de tenue 3 fois par jour, et il fit la fortune du couturier parisien Smalto. Mohamed VI, lui, semble avoir une prédilection pour les tissus rares. Il s'est fait confectionner par des tailleurs londoniens un manteau en laine de lama facturé 35 000 livres sterling. 1 million de dollars est par ailleurs dévolu à l'entretien des animaux vivants dans des palais. Autre poste dispendieux budgété dans la loi de finances, les déplacements à l'étranger du roi et de sa cour, qui, en 2008, étaient budgétés à hauteur de 380 millions de dirhams, 38 millions d'euros. Même s'il possède plusieurs jets, il est fréquent que des appareils appartenant à la Royal Air Maroc, la compagnie nationale, soient réquisitionnés pour transporter le souverain, sa suite et son mobilier personnel. Le Boeing de Sa Majesté affiche un luxe ostentatoire et a été équipé d'une chambre à coucher, d'un bureau-salle de réunion, d'appareils de musculation et d'équipements stéréo dernier cri. En 2006, le coût d'une heure de vol d'un seul avion 747 appartenant à la Royal Air Maroc s'élevait à 18 000 dollars. De surcroît, le roi est souvent accompagné de 250 à 300 personnes, qui embarquent dans un Boeing 747 Jumbo et 2 Boeing 737-400, auquel il faut ajouter 3 Hercule C-130 pour les meubles et les bagages. Avec des déplacements de 3 semaines en moyenne et 60 heures de vol hebdomadaire, la facture dépasse les 3 millions de dollars par voyage. Une somme faramineuse à laquelle il faut ajouter une facture quotidienne de 1,8 million de dollars en moyenne, correspondant aux frais d'hébergement de la cour. Du 24 novembre au 7 décembre 2004. Mohamed VI, accompagné d'une délégation de 300 personnes, a visité le Mexique, le Brésil, le Pérou et l'Argentine. Au terme de ce périple, il s'est installé durant 3 semaines, avec toute sa cour, dans un complexe touristique paradisiaque de la République dominicaine. Ses voyages officiels à l'étranger sont presque toujours suivis de vacances prolongées. À Paris, il descend dans l'une de ses résidences ou bien à l'hôtel Crillon, place de la Concorde. À New York,
Il occupe un luxueux pied-à-terre près de Central Park. L'État finance et entretient le roi. Pour comprendre à quel point l'État marocain est devenu la vache à lait de la monarchie, il faut remonter 35 ans en arrière, dans les années 1980. À son arrivée sur le trône, en 1961, Hassan II ne disposait que de 4 palais véritablement habitables, celui de Casablanca, qui sera agrandi et restauré, comme ceux de Rabat et d'Ifrane, sur les contreforts du Moyen Atlas, et, enfin, la résidence royale de Dar es Salaam, dans la banlieue de Rabat. Véritable roi bâtisseur, mais uniquement préoccupé de sa gloire et de son confort, il commença à édifier dans le nord un palais sur les hauteurs de Tanger, où il ne se rendit pratiquement jamais, puis un autre dans le sud du royaume, à Agadir, où durant ses 38 années de règne il séjourna en tout et pour tout 24 heures. Coût final, dit-on, 160 millions de dollars. Sous son règne, 3000 artisans travaillèrent à la rénovation du palais de Marrakech, à l'agrandissement de celui de Fès, déjà immense, puis au réaménagement et à la décoration de ceux de Meknès et de Tétouan. Un deuxième palais, qui restera aussi peu fréquenté que le premier, fut construit à Agadir, puis un autre à Erfou. En bord de mer, à Skira, Hassan II fit aménager un palais d'été, entouré d'un jardin somptueux, et, à une quarantaine de kilomètres de Rabat, une ferme royale, où était installé son haras. On y logeait de magnifiques pur sang arabes, achetés à travers le monde ou offerts par le roi d'Arabie Saoudite ou encore le cheikh Zayed, qui présidait la Fédération des Émirats Arabes Unis. Hassan II avait confié l'exécution de ses travaux à l'architecte français André Paccard, dont il fit la fortune avant de le frapper de disgrâce. Mais ses caprices architecturaux avaient un prix considérable que Hassan II n'avait aucune envie de supporter. Au début des années 1980, il décida ainsi de créer un nouveau ministère qui, étrangement, demeurait totalement indépendant du gouvernement, le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie, confié à l'un de ses fidèles, le général Moulay Hafid el-Alaoui. Un habile et cynique tour de passe-passe. Les palais continuaient en effet d'appartenir au roi, mais ils étaient gérés par ce faux ministère, et leur fonctionnement serait désormais financé sur les deniers publics. Pour épargner encore davantage les ressources royales, le général el-Alaoui imagina un autre stratagème. Recruter l'essentiel du personnel des palais parmi le personnel des différents départements ministériels, qui verserait les salaires des employés du roi. Plusieurs cadres du ministère des Finances et des officiers supérieurs de l'armée furent ainsi transférés et placés à des postes d'intendants ou de conservateurs. Financés et entretenus par l'État, le pouvoir royal va oser pousser encore son avantage, à l'initiative d'Abdel Fattah Frej, le secrétaire particulier du roi. Un petit homme courtois, effacé, détenteur de tous les secrets financiers de la monarchie et, dit-on, un peu porté sur la boisson. Il habitait, dans le quartier résidentiel de Rabat, une superbe villa dotée d'une piscine hollywoodienne qu'il n'utilisait jamais, mais en bordure de laquelle il avait fait installer 2 immenses réfrigérateurs, remplis l'un et l'autre de bouteilles de champagne millésimées. L'idée de Frej était simple, puisque les deniers publics finançaient la monarchie, autant en profiter pour enrichir davantage encore le roi sur le dos de l'État. Mais, ce faisant, il ouvrait sans le savoir une véritable boîte de Pandore. Cette stratégie, appliquée à l'échelle des palais royaux, fut en effet exactement celle que Mohamed VI allait appliquer, 20 ans plus tard, à l'échelle du pays. Le prince héritier avait eu largement le temps d'observer les avantages du système, d'une simplicité confondante. Frej dirigeait le holding royal baptisé SIG, anagramme de Régie, roi en latin. Les filiales du groupe seraient les fournisseurs exclusifs des palais et résidences royales. Ainsi, la société Primario devint, et reste aujourd'hui encore, le fournisseur exclusif en matière d'ameublement et de décoration. Ainsi encore, toute l'alimentation consommée à l'intérieur des enceintes royales provient exclusivement des domaines royaux, les propriétés agricoles du roi,
officiellement 12 000 hectares des meilleures terres du pays, probablement 10 fois plus en réalité. On y trouve en tout cas les fermes les plus performantes du royaume, dont les produits bénéficient de la priorité à l'exportation, au détriment des autres produits marocains. Toutes ces commandes passées par les palais sont facturées au prix fort et payées par le truchement du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie, bref, par l'État marocain. En 2011, l'agriculture demeure l'un des principaux piliers de l'économie du pays. Une activité soumise évidemment aux aléas climatiques et dont les répercussions politiques n'échappaient pas à Hassan II, à choisir, confiait-il, entre un bulletin météo et un rapport de police. Je privilégie le premier. Il peut être annonciateur de tension. En fait, il accordait le même intérêt aux deux. Épisode révélateur. Un jour, Hassan décide de quitter son palais d'Ifrane, sur les contreforts de l'Atlas, et de regagner Rabat en voiture. Sur ces routes de montagne, ce n'est pas un convoi officiel qui s'étire mais un étalage provoquant de luxe. Hassan II, lui-même au volant d'une Rolls-Royce, change de véhicule après quelques dizaines de kilomètres, au profit d'une Cadillac. Plus de 40 véhicules serpentent ainsi, croisant une foule de paysans pauvres, massés, incrédules, sur les talus au bord de la route. Le secrétaire du roi déclare, agacé, « Sa Majesté voulait voyager en toute discrétion, je me demande qui a pu prévenir les habitants de notre passage. » Le pays du mensonge déconcertant. Chaque collaborateur, le moindre courtisan sait que le roi ne supporte pas le vide et l'absence de ses sujets autour de lui. Des ordres sont donc transmis dans l'urgence au préfet, à toutes les autorités, pour réquisitionner en hâte la population, l'installer au cœur des agglomérations où elle attendra patiemment, pendant des heures, le passage éclair du cortège. Tous les acteurs de cette mise en scène ont un jour ou l'autre été confrontés aux colères et aux caprices du roi, et ils savent qu'ils jouent leur avenir. L'œil exercé du souverain évalue en un instant l'ampleur de la foule ou la modestie de l'assistance. Le collaborateur courtisan qui a donné les ordres redoute la disgrâce, et les fonctionnaires locaux qui les exécutent sont conscients que leur carrière peut brusquement prendre fin. Les gouttes de pluie comme lingots d'or. Au cours de ce périple entre Ifrane et Rabat, chaque entrée dans une localité donne lieu au même rituel. Le cortège s'arrête aux abords de la ville, les forces de sécurité se déploient, et le roi quitte le véhicule qu'il conduit pour prendre place à l'arrière d'une Mercedes 500 à toit ouvrant, où, debout, il salue la foule pendant la traversée de l'agglomération. Soudain, ce jour-là, une pluie violente s'abat au moment où il ouvre les bras dans un geste d'amour et de communion avec ses chers sujets, comme il se plaît à les nommer. Le village traversé, le cortège s'interrompt à nouveau, et Hassan II, le visage ruisselant de pluie, gagne un mobile au moussin que de ses plus proches courtisans l'attendent, anxieux, une serviette à la main. Laquelle, se demande-t-il, va-t-il choisir? Il attrape la première sans un regard, s'installe dans un immense fauteuil en cuir sur le dossier duquel sont gravées ses armoiries, et s'essuie le visage. Majesté, s'enquiert d'une voix pleine d'humilité l'un des hommes dont la serviette n'a pas été choisie, n'êtes-vous pas trop mouillé? Pas du tout, répond-il dans un large sourire. Ce ne sont pas des gouttes de pluie qui sont en train de tomber, mais de véritables lingots d'or. L'arrivée de la pluie laisse présager de bonnes récoltes et donc, réjouissons-nous, la paix sociale. Les domaines royaux, irrigués et arrosés avec soin, ne sont pas soumis à ces aléas climatiques. Pourtant, Hassan II a fait voter une loi, reconduite par son successeur, qui exempte d'impôts tous les agriculteurs, et donc les domaines royaux. Cette mesure, qui pourrait paraître généreuse, ne concerne pas en fait la majorité des paysans du Maroc, qui pratiquent une économie de subsistance. Mais elle permet aux domaines royaux d'accroître encore leurs profits en ne versant aucune redevance à l'État. Cet arbitraire royal, dont nous ne donnons ici qu'un petit aperçu, perdure aujourd'hui dans un pays où le salaire minimum, en théorie de 200 € par mois, est souvent bien inférieur à ce montant, en dépit des protestations syndicales. Un ingénieur marocain,
Ahmed Ben Zdik, s'est exercé à une rapide comparaison à partir des chiffres officiels. En 2009, le PNB du Maroc s'élevait à 90 milliards de dollars, et celui de la France à 2750 milliards de dollars. Malgré cet écart saisissant de richesse, le budget total du Palais Royal, assumé par l'État marocain, atteint 228 millions d'euros, alors que celui de l'Élysée à 112,6 millions. Le montant alloué à Mohamed VI est donc 2 fois supérieur à celui dont bénéficie le président de la République française. Cet écart, significatif en soi lorsqu'on le rapporte au PNB de chacun des deux pays, souligne que la monarchie marocaine coûte au budget de l'État 60 fois plus que la présidence française. Autre comparaison révélatrice, qui montre à quel point l'avenir est incertain dans un pays où, selon les Nations Unies, 51% de la population est âgée de moins de 25 ans. En cumulant les budgets de 4 ministères, ceux des transports et de l'équipement, de la jeunesse et des sports, de la culture, de l'habitat et de l'urbanisme, on atteint un montant de 2,26 milliards de dirhams, 226 millions d'euros, un total inférieur au seul budget du palais, qui s'élève à environ 2,5 milliards de dirhams, 250 millions d'euros. Les carences du pays, la pauvreté des habitants et le sous-développement chronique de nombreuses zones ont été, pendant les premières années du règne de Mohamed VI, un champ privilégié d'activisme royal. Pour expliquer ses multiples déplacements d'alors, il citait volontiers son père, qui avec un sens indiscutable de la formule affirmait « Le trône des Alaouites repose sur la selle de leurs chevaux ». De même que dans les contes de fées les citrouilles se transforment en carrosses, ici les chevaux ont depuis longtemps été remplacés par d'imposants cortèges royaux, dont la logistique lourde et coûteuse contraste avec la brièveté du temps que le monarque passe sur le terrain. La visite d'un hôpital, l'inauguration d'une école ou d'un ensemble de logements sociaux, en général construits par des promoteurs immobiliers qui ont les faveurs du roi et reversent des sommes substantielles à son entourage immédiat, font l'objet de préparatifs fébriles et souvent bâclés. D'abord on soigne le décor, les autorités locales repeignent les façades des habitations, réparent les trottoirs défoncés, fleurissent les jardins, et la population s'écrie « Vive le roi » en pensant, grâce à lui, nous obtenons ce que le gouvernement est incapable de nous fournir. Le bon peuple ignore naturellement que le coût de chaque déplacement royal est supporté par l'État. En 2008, sur 1,9 milliard de dirhams, 190 millions d'euros, qui lui sont alloués, 380 millions de dirhams, 38 millions d'euros, ont été dépensés pour les déplacements du roi à l'intérieur du pays et à l'étranger. Quand ce dernier décide de s'installer pour quelques jours au chef-lieu d'une région, la police et la gendarmerie acheminent des milliers d'hommes pour quadriller la zone. Si le souverain ne possède pas de palais à proximité, les plus belles résidences sont réquisitionnées pour assurer son séjour et celui de sa nombreuse suite, composée de ses conseillers, ministres et autres courtisans. Les convois en provenance du palais royal de Rabat ou de Marrakech transportent le mobilier, la vaisselle, les cuisiniers et les cuisines, ainsi que les serviteurs. Parfois, la restauration sur place est assurée par Ahal, le traiteur particulier du souverain. Dans toutes les maisons que Mohamed VI s'occupe, le système de climatisation est adapté pour que la température demeure en permanence à 15 degrés. Mais cette apparente bienveillance royale produit des effets limités, l'entourage, les autorités de la région s'emploient avant tout à lui donner satisfaction, quitte à tricher. C'est ainsi qu'après l'inauguration, dans le sud, d'un hôpital flambant neuf, doté d'un équipement moderne, l'établissement sera fermé juste après la visite du roi. Le matériel médical n'était pas encore commandé, et celui qui avait été montré au roi est alloué pour l'occasion. Mohamed VI fait étalage de sa compassion à peu de frais. La fortune royale n'est en effet jamais mise à contribution pour soulager les plus démunis. Ces déplacements onéreux à travers le royaume, pourtant intégralement pris en charge par le gouvernement, ont un effet pervers dans le petit peuple,
qui demeure l'un des socles de la monarchie. Ce dernier ignore bien sûr que le roi vit aux frais de cette princesse au très fanée qui s'appelle l'État, et estime que face à l'incurie et à la corruption de la classe politique et de ses élus, qui sont réels, la monarchie demeure le seul recours, même si les retombées concrètes continuent de se faire attendre. Ainsi, selon les experts de la Banque mondiale, le Maroc a mieux évolué durant les dernières années du règne d'Hassan II, qui s'est achevé en 1999, que durant les 12 ans de règne de Mohamed VI, où les disparités entre riches et pauvres n'ont cessé de se creuser. Chapitre 3. Fils de son père. Mohamed VI règne maintenant depuis 12 ans, un règne marqué à la fois par la continuité et la rupture avec les 38 années au pouvoir de son père. Hassan II s'est employé à bâtir une monarchie suffisamment solide et respectée pour qu'elle soit maître des institutions et du jeu politique. Un absolutisme cultivé avec la même intransigeance par Mohamed VI, mais qui semble s'appliquer à des champs différents. L'absolutisme royal de Hassan II était résolument politique et visait à assurer la pérennité de la monarchie marocaine. L'absolutisme de Mohamed VI s'exerce, lui, essentiellement dans le domaine de l'économie et ne s'accompagne d'aucune stratégie politique pour assurer l'avenir de la dynastie qu'il incarne. Comprendre le coup d'état économique et financier auquel s'est livré Mohamed VI suppose d'abord de bien cerner sa personnalité et les relations conflictuelles qu'il a entretenues avec son père. Cela implique également de pénétrer dans les coulisses de cet univers qui se dérobe à tous les regards, celui de la dynastie alaouite. La proximité est souvent trompeuse, car elle donne l'illusion de la compréhension. Les élites françaises, de droite comme de gauche, croient connaître cette monarchie parce qu'elle règne sur un pays situé à 3 heures d'avion de Paris. Invitées régulièrement dans les palaces de Marrakech et de Fès, elles reçoivent les confidences biaisées des hommes supposés proches du roi. Pourtant, derrière les hauts murs ocre qui ceinturent les palais, ce sont les mêmes intrigues et les mêmes mystères, soigneusement cachés, qui continuent de peser, de planer, d'un roi à l'autre. Les rumeurs se propagent constamment, la vérité jamais. Au tout début de son règne, Mohamed VI envisagea d'ouvrir au public un certain nombre de palais. Les attentats meurtriers de Casablanca, survenus en 2003 et qui firent 45 morts, mirent un terme à ses bonnes intentions. Il se retrancha comme son père à l'intérieur de ses forteresses luxueuses, peuplées de serviteurs silencieux qui ressemblent à des ombres. C'est ainsi que Mohamed VI commença à se glisser dans les habits d'Hassan II. Quand l'on demandait à ce dernier quelle activité il aurait aimé exercer s'il n'avait pas été roi, il répondait immédiatement, historien. Pour une raison évidente, dès son plus jeune âge, il fut confronté aux aléas de l'histoire et savait mieux que quiconque que, sans coup de pouce du destin, le pouvoir lui aurait définitivement échappé. La France exerce sur le Maroc un protectorat qui protège le roi du peuple depuis 1912. En 1953, exaspérée par ses positions favorables à l'indépendance, elle décide de déposer puis d'envoyer en vacances le sultan Mohamed Ben Youssef, futur Mohamed V. Un épisode qui marquera à jamais ce dernier. Les autorités françaises installent à sa place un petit cousin du sultan déchu, Mohamed Ben Arafat. L'homme est trop falot pour s'imposer et, 3 ans plus tard, Paris doit se résigner au retour du sultan et à la fausse indépendance du pays. Mohamed V est le 21e descendant de la dynastie alaouite, au pouvoir depuis 1659, dont les membres prétendent être des descendants du prophète Mohammed. Mais il devient le premier roi du pays en 1957. La même année, il désigne le fils de Bachaglaoui âgé de 29 ans, l'homme fort du régime, comme prince héritier. Une décision inspirée par ce dernier et son conseiller, Mehdi Ben Barka. Première entorse voulue par le futur Hassan II avec la tradition. Jusqu'alors, en effet, le souverain était choisi par les oulémas. 40 ans plus tard, en veine de confidence, il déclara « J'ai passé la plus grande partie de mon règne à essayer de réduire le nombre d'aléas qui pèsent sur la royauté ». Traduit en clair,
Cela signifie, j'ai imaginé, pensé et façonné cette monarchie dans chacune de ses composantes, pour qu'elle soit durable et indiscutée. Sous sa houlette, le pouvoir royal devient pouvoir absolu puisque le roi détient à la fois le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Chacune de ses décisions est sacrée. Son goût pour l'histoire le conduit à comprendre que celle-ci n'est qu'une construction subjective. Hassan II adorait Alexandre Dumas, dont il rénova, sur ses propres deniers, la propriété. L'écrivain avait écrit: l'histoire est un porte-manteau sur lequel j'accroche mes histoires. Hassan II, le paraphrasant, aurait pu affirmer: l'histoire est le porte-manteau auquel j'accroche les symboles et les institutions que j'ai choisis pour légitimer et conforter mon pouvoir. Peu après son arrivée sur le trône, il va tourner le dos à la modernité et s'employer à retraditionnaliser le royaume. En mettant ses pas, paradoxalement, dans ceux des colonisateurs français. Un intellectuel marocain, Abdallah Laroui, qui s'était pourtant rallié à Hassan II, en dresse une analyse éclairante. Les réformes, souvent hautement symboliques, induites par la présence des étrangers furent effacées l'une après l'autre. L'ère de la modernisation des esprits était terminée. Archivistes et historiographes se plongèrent dans les vieux documents, poursuivant un mouvement imaginé par les nationalistes eux-mêmes, mais à des fins opposées, pour ressusciter le protocole ancien, décrit en détail par maints ambassadeurs et voyageurs étrangers. Par petites touches fut reconstitué le Maroc qui fut, tant de fois exhibé par l'administration coloniale pour mettre en valeur son œuvre réformatrice. Celui qui me désobéit à Dieu. Laroui souligne également que la reconstitution du Maghreb obéit à la même logique que celle du protectorat, tel qu'il fut établi par Lyautey. On y constate le même rôle organisateur dévolu à l'armée, la même sympathie pour les coutumes ancestrales, le même respect affecté pour l'islam populaire, la même méfiance à l'égard des citadins considérés comme des intrus, la même antipathie pour le panarabisme et le wahhabisme, le même encouragement au quiétisme apolitique, la même indulgence à l'égard de l'affairisme. En 1994, Hassan II adresse lors d'un colloque un message royal contenant un hadith du prophète: celui qui m'obéit obéit à Dieu. Celui qui me désobéit à Dieu. Aucune de ces décisions ne saurait être contestée et, pour rendre son pouvoir indiscutable et sa légitimité incontestée, il s'appuie sur trois piliers. D'abord l'allégeance, la beya. Le jour de l'intronisation du roi, tous les chefs de tribu, l'armée, la police, le gouvernement et autres notables s'inclinent au passage du souverain, monté sur un cheval, en signe d'allégeance. Il transforme cette situation unique en un rite annuel où chacun est conduit à réaffirmer sa loyauté et son obéissance. Deuxième pilier, il instaure, dans la Constitution, un article 19 qui lui confère les pleins pouvoirs en tant que représentant suprême, tant dans le champ spirituel que politique. Il rédige lui-même les autres articles de la Constitution, répartit et limite les pouvoirs de chacun, sauf les siens. Il consacre la séparation des pouvoirs judiciaires, exécutifs et législatifs, tout en créant un quatrième pouvoir, celui qu'il exerce et qui se place au-dessus de tous les autres. Troisième pilier, tous les textes officiels, qu'il s'agisse de la Constitution, des décrets royaux ou même de la promulgation d'une nouvelle loi de finances, font référence en préambule au roi commandeur des croyants. Un grade politique, religieux et social qui fait de lui le chef suprême des musulmans. L'article 19 de la première Constitution, élaboré donc par Hassan II lui-même, mentionne le roi, Amir al-Mouminin, représentant suprême de la nation, symbole de son unité, garant de la pérennité et de la continuité de l'État, veille au respect de l'islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités. Il garantit l'indépendance de la nation et l'intégrité territoriale du royaume dans ses frontières reconnues. Ce titre, Amir al-Mouminin, se réfère à une tradition qui lui permet, au-delà de l'autorité religieuse et spirituelle qu'elle lui confère,
d'être le maître du jeu politique. Le roi a en effet la haute main sur le pouvoir exécutif, nomme le Premier ministre et le gouvernement qui sont responsables devant lui, préside le Conseil des ministres. Il décide également du choix des magistrats, du bien fondé de tel ou tel projet et de l'éventuelle dissolution du Parlement. Dans les faits, aucune nomination d'importance ne lui échappe. En se référant habilement au passé et à la tradition pour donner cohérence et légitimité à l'institution monarchique qu'il échafaude, Hassan II en fait également un instrument d'obéissance absolue, à laquelle chaque sujet est tenu de se référer. Un après-midi d'automne 1996, alors que la pluie gifle les carreaux, Hassan II, installé dans un salon de son haras, se livre devant moi, et elle a une étrange confidence. En politique comme dans la vie, il faut avoir de la chance. Prenez le cas de ma famille, les Alaouites. Ils avaient émigré d'Arabie Saoudite pour s'installer dans la région marocaine de Tafilaleh, sans exercer d'influence notable. Puis, une année, les récoltes sont détruites par des essaims de sauterelles. On prie à travers le pays. Le mécontentement monte, mais rien n'y fait, les sauterelles sont de retour la saison suivante, on leur demande de prendre le pouvoir. Ils s'installent. Hassan II marque une courte pause, le visage gourmand, et là, coup de peau, les raids de sauterelles s'interrompent. Sourcilleux, implacablement vigilant dans le respect et l'exercice des prérogatives qu'il a lui-même instituées, il devient le marionnettiste qui tire tous les fils. Un jour, au palais d'Ifrane, une vingtaine de personnes l'attendaient dans un salon, vêtues de costumes sombres. Certaines conversaient entre elles, mais la plupart patientaient, figées. Il était 14 heures. Puis soudain, comme un vol d'alouettes, elles se dispersèrent et gagnèrent la terrasse, où elles formèrent une longue file silencieuse. Hassan II se tenait debout, la main droite tendue, et chaque courtisan s'avança à son tour pour la baiser avec déférence. Il m'aperçut. « Ah, vous êtes arrivé, nous allons faire un tour en voiture. Vous montrez à côté de moi. » Il se retourna, son regard détailla les membres de la cour pétrifiés, et, brusquement, il pointa du doigt 3 d'entre eux. « Vous vous installerez derrière. Vous êtes un peu gros, mais essayez de vous tasser. » Nous nous trouvions dans un des domaines royaux. Hassan II avait fait installer un élevage de pisciculture et il avait décidé, ce jour-là, de pêcher des truites au bord d'un lac artificiel. Un serviteur tremblant lui apporta plusieurs cannes à pêche. Après 5 lancers, il ordonna au domestique, « Apporte-moi la canne à pêche noire. » Nouvelle tentative infructueuse. Puis je l'entendis murmurer, « Ah, elles ne veulent pas obéir. » 10 jours plus tard, palais de Marrakech. L'immense salon qui jouxte son bureau est occupé par une quinzaine de généraux assis, aussi immobiles que des soldats de plomb. Les relations qu'Hassan entretient avec son armée sont empreintes de méfiance depuis les 2 coups d'état militaires tentés contre lui. Tout à coup la porte s'ouvre. Il surgit tel un lutin espiègle et s'approche d'un homme d'une 50aine d'années, à l'allure empruntée et au visage barré d'une épaisse moustache. La main du roi se pose sur son épaule, lui tapote brièvement la joue comme s'il s'agissait d'un enfant. « Alors voilà le petit général qui voudrait aller rendre visite à sa famille. Eh bien, c'est accordé, je t'autorise à partir. » L'homme se met à genoux et lui baise la main. Hassan II lance à ses compagnons, « Je vous verrai plus tard. » 2 heures après, il se tenait toujours à la même place, mais cette fois plongé dans l'obscurité. Personne n'avait pris la peine d'éclairer le salon, à moins qu'un ordre supérieur. L'attente qu'Hassan II impose traditionnellement à ses hôtes est comprise comme un signal, pervers, qu'il leur adresse, quand elle est brève, c'est-à-dire lorsqu'elle n'excède pas 2 heures. Il est clair que l'hôte en question bénéficie encore de la faveur royale. 3 ou 4 heures d'attente font comprendre à l'intéressé que le roi est mécontent mais que le retour en grâce est possible. Si l'attente se prolonge au-delà, l'homme se trouve dans l'antichambre de la disgrâce. C'est ainsi que son ancien bras droit, le général Oufkir, attendit une journée entière, comme son successeur, Ahmed Odlimi,
qui fut assassiné immédiatement après. Personne n'échappait à ce traitement, pas même le prince héritier. Nous nous trouvions au palais de Rabat, et il était un peu plus de 13 heures. Le visage fermé, Hassan II suivi de plusieurs de ses conseillers portant sous le bras des Marocains épais, s'engouffra dans son bureau. Sans même un regard ou un mot pour le jeune homme qui attendait debout devant sa porte, vêtu d'une djellaba traditionnelle. Il s'agissait du futur Mohamed VI. 4 heures plus tard, le prince héritier se tenait toujours immobile, à la même place. Son père ne l'avait pas reçu en audience, une erreur de chromosome. Le futur souverain est né en 1963, au moment où son père, le dos au mur, devait affronter une contestation croissante à l'intérieur du pays, mais également une opération de déstabilisation venue de l'étranger, notamment de l'Algérie. À l'époque, l'avenir de la monarchie est des plus incertains. Hassan II impose à son fils une éducation stricte, des châtiments corporels, le fait surveiller en permanence, et autant il manifestera un profond attachement à ses petits-enfants, autant il se conduira comme un père dur et distant. Le cousin germain de Mohamed VI, le prince Moulay Hicham, évoque en ces termes les châtiments corporels infligés par Hassan II. Un jour, raconte-t-il, le roi s'est rendu compte que les serviteurs étaient gentils avec son fils aîné et moi-même. Il leur a dit, ce que vous avez enduré, ce ne sont pas des cris de douleur, c'est une mise en scène de cinéma. Et il s'est mis à cogner, 20 coups de fouet. Le prince héritier ne semble pas avoir été l'enfant préféré de son père. En 1998, Hassan II est malade, fuit même ses plus proches courtisans, les bouffons qui jusqu'alors le divertissaient. Il vit seul, replié dans son palais, et il sait que son successeur, grâce à lui, disposera de pouvoirs institutionnels sans précédent. La mort, qui l'obsède, rôde dans le palais. Nul doute qu'il éprouve en ces heures un profond désarroi envers cette toute-puissance qui va bientôt lui être enlevée, et de la jalousie pour celui qui va en hériter. À cet instant, il est piégé. Il avait balayé la tradition qui voulait que ce fussent les oulémas qui désignent le futur souverain, pour s'imposer, en tant qu'aîné, comme prince héritier. Et, sous peine de remettre en cause la stabilité monarchique, il a perpétué ce choix, sans enthousiasme. En ces heures, comme si le temps lui était compté, il multiplia confidences et petites phrases. Lorsque je lui demandai, est-ce rassurant pour vous de savoir que votre succession se déroule de façon stable? Il répliqua d'une voix cinglante, jusqu'au bout je m'interroge, et malgré les apparences mon choix n'est toujours pas définitivement arrêté. Il marqua alors une pause pour mieux accroître son effet, et ajouta, je ne voudrais pour rien au monde que ce pays soit victime d'une erreur de chromosome. La formule était évidemment d'une violence inouïe, mais, impassible, il me regarda la noter, sans me demander de l'atténuer. La toute-puissance politique que Hassan II léguera à son successeur se double d'une puissance économique et financière déjà considérable. Dès le début des années 1980, il a ordonné la libéralisation de l'économie et engagé un programme de privatisation. Le bon vouloir du roi s'exerce dans ce domaine-là aussi. Les entreprises publiques les plus juteuses tombent alors dans son escarcelle. Mais chaque fois, comme le souligne la presse marocaine aux ordres du palais, avec le plein accord des pouvoirs publics. On s'en serait douté. Le roi rachète ces entreprises publiques à travers l'ONA, l'Omnium nord-africain, qu'il a acquis en 1980 et qui regroupait tous les biens, considérables, détenus par Paribas au Maroc. Déjà présent dans tous les secteurs de l'économie marocaine, l'ONA va au fil des ans beaucoup accroître son périmètre. Le holding royal contrôle ainsi des dizaines de filiales. Dans le secteur agroalimentaire, l'ONA rachète la centrale laitière, le Sieur, Cristal, Cosumar, mais aussi des banques, de l'immobilier, de la chimie, des mines. Robert Azaraf, qui fut l'un des responsables du groupe, expliquera plus tard, sans mesurer sans doute l'énormité du propos,
L'idée était de marocaniser un maximum d'entreprises cruciales pour le développement du Maroc. L'ONA avait un rôle de locomotive. Le seul objectif des dirigeants du groupe, qui sont tous des courtisans accomplis, est pourtant bien de donner satisfaction aux souverains en maximisant ses profits. Ils savent que le maintien à leur poste en dépend. Entre 1981 et 1985, l'ONA multiplie son chiffre d'affaires par 7. 72% du volume d'activité sont réalisés dans l'agroalimentaire. Il est facile de comprendre pourquoi. Pour ce groupe qui détient 43 sociétés au Maroc et en contrôle indirectement 86 autres, l'alimentaire est un formidable marché aux bénéfices importants. Pour une raison simple, des sociétés comme Cosumar, qui détient le monopole du sucre, la centrale laitière, celui du lait, ou le Surcristal, celui de l'huile, opère sur des marchés où les produits sont subventionnés. Là encore, l'État marocain courbe l'échine sous l'ampleur des prélèvements. Le secteur subventionné, tel qu'il est organisé au Maroc, vise à puiser dans le budget de l'État pour financer les entreprises royales et leur garantir des bénéfices records. Ce système de subvention, baptisé caisse de compensation, censé acheter la paix sociale, contribue avant tout à enrichir le roi. La stratégie de l'ONA reflète la psychologie d'Hassan II, ne pas tolérer d'opposition à sa volonté. Bientôt il nommera son gendre, Fouad Filali, à la tête du groupe. Tous les concurrents potentiels de l'ONA sont impitoyablement écartés, quel que soit leur secteur d'activité. Au fil des ans, le Maroc devient de plus en plus un pays en trompe-l'œil, où vie politique et fonctionnement de l'économie de marché ne sont plus qu'illusions. Hassan II aura au moins eu l'habileté de tolérer, à côté de l'ONA, un secteur privé où des hommes d'affaires pouvaient encore agir. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, dans le cadre de la stratégie de contrôle mise en œuvre par son successeur. Hassan II, interventionniste en diable, décide du casting et des figurants sur la scène publique. Lui qui a dessiné les contours de la monarchie va faire de même avec la vie politique. J'étais sur la route et je conduisais, racontait-il, quand je me suis dit, il serait bon que dans l'éventail politique il y ait un parti communiste. Je me suis tourné vers Ali Yatta, qui était assis à mon côté, et je lui ai dit, tu vas créer un parti communiste dont tu prendras la direction. Il professe un profond mépris pour une classe politique qu'il veut aux ordres, et dont les représentants sont choisis pour leur souplesse d'échine. Un fonctionnement que Mehdi Ben Barka, son ancien professeur de mathématiques devenu son principal opposant, a résumé d'une formule cinglante. Tu baisses la tête, tu baises la main et tu finiras par être récompensé. Il adore tirer les fils, jouer les montreurs de marionnettes. Un soir, alors qu'il est un peu plus de 22 heures, nous discutons dans son palais de Skira, à 30 km de Rabat. Soudain, il glisse dans la conversation. À propos, je vous ai préparé une petite surprise. J'ai organisé pour vous un dîner avec le Premier ministre et les dirigeants des grands partis politiques. Je réponds, surpris, merci, Majesté. Quel jour. Il jubile littéralement. Maintenant, ils vous attendent déjà. Comme je m'apprête à partir, d'un geste de la main il m'intime l'ordre de rester. Il n'y a pas d'urgence, ne vous inquiétez pas. Il est 0h45 quand il me laisse enfin quitter le palais, et 1h30 du matin quand j'arrive sur le lieu du dîner. Je pousse la porte, je découvre des hommes âgés assoupis dans des fauteuils. Je dis au Premier ministre, Karim Lamrani, je suis désolé pour ce retard. Aucun problème, me répond-il en se frottant les yeux pour se réveiller. Nous vous attendions en discutant. Un absolutisme légal pourtant la médiocrité, parfois flagrante, de certains de ces hommes a le don de l'exaspérer. Alors qu'il a décidé d'élections générales et que la campagne électorale bat son plein, il arrive sur un terrain de golf, suivi de son fils. Vous avez regardé les débats télévisés, hier ? Me demande-t-il. Non, eh bien, vous avez bien fait. Ils étaient tous nuls. Comment voulez-vous que j'arrive à convaincre les gens d'aller voter avec des incapables pareils? Quel merveilleux sursaut démocratique. Tandis que son père est sur le green,
Le futur Mohamed VI s'approche. Comment se déroulent les choses avec mon père? Plutôt bien, merci. Il se penche alors vers moi en souriant. Soyez tout de même sur vos gardes. C'est un immense manipulateur. En réalité, malgré leurs divergences, les deux hommes sont faits de la même étoffe, celle de dirigeants qui savent qu'ils sont au-dessus des lois et n'ont de compte à rendre à personne. Hassan II a façonné un pouvoir absolu et sans entrave qui n'a cessé de fasciner celui qui, plus tard, allait en disposer à son tour. Un absolutisme légalisé à travers les textes constitutionnels consacrés aux droits traditionnels et divins, l'allégeance, commandeur des croyants. Les droits du souverain sont ainsi réputés inviolables et sacrés. Toutes les stratégies mises en place par Hassan II sont observées avec soin par le prince héritier. Or, derrière chacun de ces choix, il y a un calcul personnel. La grande fierté de mon règne, affirmait Hassan II, ce sont ces barrages que j'ai fait construire à travers le pays. Au total, 120 grands barrages auront été édifiés durant son règne, et à un rythme soutenu. Certaines années, 40% du budget de l'État auront été consacrés à ces travaux. Une politique des barrages qui aura masqué un véritable détournement d'actifs opéré par le roi. C'est lui qui choisit les régions où ils seront construits et évalue le nombre d'hectares qui seront irrigués. Le processus d'expropriation sera l'occasion de faire passer de nombreuses surfaces de qualité dans le giron royal. Dans un pays où les 3/4 des entreprises agricoles ont moins de 5 hectares, la terre permet non seulement au roi de s'enrichir mais de disposer d'un système de corruption efficace. S'il ne prétend en aucun cas connaître ou évaluer le nombre d'hectares appartenant aux domaines royaux, l'économiste Najib Kesbi se livre néanmoins à un calcul intéressant, celui des terres qui ont disparu des registres fonciers après la soi-disant indépendance du Maroc. En 1956, on comptabilise un peu plus de 1 million d'hectares. On sait que, sur ce total, 325 000 hectares de terres de colonisation officielle ont été récupérés en 1963 et distribués lors de la réforme agricole qui s'est étendue de 1963 à 1975, sous forme de lots de 5 hectares, notamment lors des périodes de tension sociale, que Hassan II cherchait ainsi à calmer. Il y a eu ensuite les 200 000 à 250 000 hectares récupérés au début des années 1970, lors de l'opération dite de marocanisation, et confiés à 2 sociétés d'État, la Soda, spécialisée dans les fermes plantées, et la Sogeta, dans les terres nues. Au final, il resterait donc entre 400 000 et 450 000 hectares qui n'ont jamais été récupérés par l'État et qui ont fait l'objet de cessions illégales entre colons et Marocains. La famille royale en a-t-elle profité? Si oui, dans quelle proportion? 56 ans après la soi-disant indépendance du royaume, le mystère demeure. Un sujet sensible dans un pays agricole où la moindre indication sur l'ampleur de la confiscation royale pourrait avoir des conséquences politiques et sociales graves. Dernier legs de Hassan II, utilisé avec encore moins de scrupules par son successeur, l'appel à l'aide internationale pour financer des projets dans lesquels la famille royale est souvent impliquée. Outre la Banque mondiale, engagée dans le financement des barrages, la France figure naturellement au premier rang des bailleurs de fonds. En 1992, Hassan II est reçu à Paris par François Mitterrand et Jacques Chirac, cohabitation oblige. Depuis 1990, l'aide française atteint annuellement 1 milliard de francs, montant qui doublera à partir de 1995. La France est alors le premier créancier du Maroc, dont elle détient 13% de la dette, pourcentage qui grimpera à 19% en 1999. Elle est également le premier bailleur de fonds bilatéral du pays, au titre de l'aide publique au développement, avec 50% du total. Une filiale de l'Agence française de développement, la Proparco, dont les bureaux marocains sont installés à Casablanca, accorde également des fonds propres et des prêts à des entreprises ainsi qu'à des banques marocaines. En 2001, Proparco investit ainsi de l'argent des contribuables français, au total 160 millions d'euros.
notamment dans le groupe minier Managem, appartenant au roi, pour l'exploitation d'une mine d'or au sud-est d'Agadir. Elle investit également, dès cette époque, dans l'énergie éolienne contrôlée par le souverain. À l'époque, Proparco est aussi partenaire dans Upline Technologies, un fonds d'investissement créé par la banque d'affaires et appartenant au groupe Upline, dont l'un des actionnaires cachés aurait été le propre frère du roi, le prince Moulay Rachid. La monarchie marocaine a paisiblement prospéré à l'ombre de l'omerta française. Les responsables politiques qui se sont succédés ont tous fait preuve, qu'ils soient de droite ou de gauche, d'une tolérance coupable. Ne pas désapprouver l'inacceptable semblait depuis longtemps la règle d'or adoptée par Paris. Ainsi, à l'abri des critiques ou des pressions, le roi et son entourage pouvaient sans risque se livrer à tous les excès. Staline, dit-on, avait confié un jour, « Donnez-moi un homme, j'en ferai un procès ». Hassan II aurait pu déclarer en le paraphrasant, « Donnez-moi un homme, j'en ferai un courtisan ». Le spectacle désolant des personnalités françaises se pressant à ces réceptions faisait peine à voir. Chaque année, le 31 décembre, le roi organisait une immense réception pour le nouvel an. Des centaines de voitures officielles déposaient des invités au sourire béat devant les portes d'un palais illuminé. J'ai assisté à l'époque à l'une de ces soirées, et je puis témoigner que la vision offerte était particulièrement obscène. Des hommes et des femmes en robe du soir et smoking remplissaient à ras bord leurs assiettes de caviar, comme autant de Thénardier affamés se précipitant sur un bol de soupe. Au terme du repas, des serviteurs en livrée portant des hottes emplies de cadeaux étaient littéralement bousculés par les invités qui s'efforçaient, un instant après, d'en récupérer un maximum. Hassan II n'apparaissait pas une seule fois, mais nul doute que, bien à l'abri des regards, il devait observer ce spectacle avec satisfaction. Sans doute le confortait-il dans son scepticisme sur la nature humaine et le mépris qu'il éprouvait pour l'immense majorité des gens. Chapitre 4. La monarchie des copains et des coquins. Sa première visite officielle à l'étranger, Mohamed VI la consacre sans surprise à la France. Celle-ci intervient du 19 au 22 mars 2000, soit 6 mois après son intronisation comme souverain, à la suite d'une longue visite privée d'une dizaine de jours à Courchevel, où il possède un chalet. L'enjeu est important pour le jeune monarque, il s'agit de souligner la rupture avec son père, au règne entaché de graves abus en matière de droits de l'homme, et de séduire l'opinion publique française. Il peut compter sur certaines personnalités bien disposées à son égard, comme le journaliste Jean-Marie Cavada, qui parvient à lui organiser dans un grand hôtel parisien une rencontre strictement informelle avec une poignée de journalistes français. Plusieurs médias ont répondu présents. On se déplace volontiers pour converser avec le nouveau roi du Maroc. La rencontre se déroule dans la bonne humeur et la confiance réciproque. Initialement programmée pour durer une quinzaine de minutes, elle ne prendra fin qu'au bout de 2 heures de discussion à bâton rompu. Séduit, Jean-Marie Cavada s'enhardit alors à demander à Fouad Ali et Lima, amis d'enfance de Mohamed VI et ministre délégué à l'Intérieur, pourquoi ils ne songent pas à organiser une conférence de presse ou une interview en bonne et due forme. Interloqué, ce proche du roi lui répond en substance, vous n'y pensez pas. Son image et sa réputation s'en trouveraient cassées. Cette réponse a de quoi laisser pantois et n'a pas manqué d'alimenter les rumeurs sur le manque de ressources intellectuelles de Mohamed VI. Elle révèle aussi un changement majeur au sein de la cour. Un homme clé du système de Hassan II est ainsi relégué au second plan, en dépit de ses innombrables. Le roi Mahdi André Azoulay, un zioniste israélien, ancien de Paribas et Eurocom. Cet ex-communiste devenu un conseiller en vue de la monarchie alawite depuis 1991 avait pourtant œuvré dans le sens des soi-disant réformes, lors des 2 dernières années du règne d'Hassan II. Premier juif israélien à occuper de telles fonctions, il s'était autant distingué par un affairisme notoire que par la qualité de ses relations dans l'univers des médias français. La chasse aux sorcières. Durant les mois qui suivent l'accession au trône de Mohamed VI, la priorité du nouvel occupant du palais est la chasse aux sorcières hassaniennes. Honneur à la plus honnie d'entre toutes, Driss Basri,
le redouté ministre de l'Intérieur de Hassan II pendant près de 3 décennies, grand vizir, homme des basses œuvres, symbole des années de plomb. Les expressions ne manquent pas pour qualifier ce petit homme obséquieux au sourire carnassier, au visage tanné par les longues parties de golf passées à trotter derrière le roi. Elles sont, pour la plupart, fondées. Driss Basri a trempé dans nombre de dossiers politiques et sécuritaires du royaume, sans parler de la vie privée de la famille royale qu'il ne se privait pas d'espionner pour le compte de Sa Majesté. Il le paiera cher. Comme le racontait volontiers, au milieu des années 2000, le prince Moulay Cham, cousin détesté par Mohamed VI et troisième dans l'ordre de la succession au trône, Driss Basri a senti le vent tourner le jour même où Hassan II était mis en terre. Je l'ai trouvé enfermé dans une pièce, coincé entre 2 généraux, dont le général Hosni Ben Slimane, le patron de la gendarmerie royale, qui l'empêchait de sortir et le rudoyait. Le mépris des 2 gradés pour Driss Basri est à la hauteur des sentiments qu'éprouve Mohamed VI à son encontre. À ses yeux, le ministre de l'Intérieur n'est qu'un garde-chiourme aux ordres de son père. Driss Basri sera officiellement limogé de ses fonctions le 9 novembre 1999. Un militaire témoignera, des années plus tard, avoir vu de ses yeux des cartons entiers de documents quitter le ministère de l'Intérieur pour être entassés dans des camions. Basri aurait-il emporté avec lui ses secrets? On ne le saura probablement jamais. Il terminera sa vie à Paris, dans le 16e arrondissement. Outre ses fils, il recevait régulièrement quelques journalistes auprès desquels il déversait volontiers sa rancœur contre Mohamed VI et son entourage. Bien qu'il ait menacé à maintes reprises de publier ses mémoires, Basri ne franchira jamais le pas, comme beaucoup. Il aura pourtant noirci de nombreuses pages. Il s'éteindra le 27 août 2007, à l'âge de 68 ans, et sera inhumé au Maroc 48 heures plus tard. Le fidèle domestique qui l'avait suivi dans son exil et lui servait d'homme à tout faire sera abandonné à son triste sort et sans le sou, quelque part en France. L'autre pilier sécuritaire de Hassan II a connu un meilleur sort. Il s'agit de Mohamed Mediouri, le chargé de la sécurité des palais de Hassan II. Comme l'a rapporté le magazine Tel Quel en 2010, au printemps 2000, alors que Mohamed VI est en visite officielle en Égypte, un communiqué du palais tombe, qui annonce la nouvelle en une phrase laconique: Mediouri est déchargé de ses fonctions de directeur de la sécurité royale. À l'instar de Basri, il s'était intéressé de trop près aux fréquentations du prince héritier et, fait aggravant pour lui, avait convolé avec la mère de Mohamed VI, et donc l'ancienne épouse de Hassan II, Latifa. Selon l'ancien journaliste du Monde Jean-Pierre Tucois, qui, en 2001, a publié Le Dernier Roi, un ouvrage documenté qui avait provoqué la fureur de Rabat, de fréquentation du prince héritier en particulier donnait du fil à retordre à la sécurité royale. Le premier était un officier de gendarmerie du même âge que le futur Mohamed VI, Moulay Abderrahmane, qui décédera dans un mystérieux accident de voiture. La seconde est une Pakistanaise, Myriam, qui avait épousé un Américain converti à l'islam. Couvée par le prince héritier, elle inquiétait les services de renseignement. Son mari aurait eu le mauvais goût de trop fréquenter l'ambassade des États-Unis au Maroc, et, pire encore, de tenir un journal intime. Jean-Pierre Tucois mentionne également une famille d'origine italienne, les Orlando, avec Catherine et 2 de ses frères, Frédéric et Dominique, dont les fréquentations mobilisaient les services de sécurité du palais. Un autre homme clé du règne de Hassan II sera également écarté sans délai, Abdel Fattah Frej, l'ancien secrétaire particulier du monarque et son trésorier, qui, à ce titre, gérait la fortune royale et en connaissait tous les arcanes. Pour l'heure, ces règlements de compte doivent rester secrets, à tout le moins discrets. Il n'est pas question d'entacher la réputation quasi virginale dont jouit le jeune Mohamed VI, alors servi par une touchante gaucherie lors de ses premières apparitions en tant que roi. Les communicants de Sa Majesté sont à l'œuvre et multiplient les superlatifs pour vanter le style d'un monarque simple dans son mode de vie et plein d'empathie pour les plus démunis. La réalité, bien sûr, est tout autre. En effet,
S'il n'affiche pas la même morgue que son père, Mohamed VI aime le luxe et vit bel et bien comme un sultan des temps modernes. Chaque matin ou presque, il exige qu'on lui présente plusieurs voitures de sa collection, environ une dizaine, pour choisir celle qu'il utilisera. Ferrari, Aston Martin, Maybach. Il a l'embarras du choix. C'est d'ailleurs au volant de l'un de ces bolides qu'il signifie aux courtisans qui l'entourent ceux qui sont dans ses faveurs, en les faisant asseoir à côté de lui. Une coutume toujours en vigueur, la monarchie des copains. Au fur et à mesure que les anciens de l'ère hassanienne sont mis sur la touche, une bande de jeunes de l'âge de Mohamed VI prend progressivement les commandes du pays. Une rupture avec le style ampoulé du règne de Hassan II. Qui sont ces jeunes? Ce sont tantôt des amis d'enfance, tantôt les complices des soirées rouges et chaudes du prince héritier. Compte tenu de sa jeunesse difficile et de ses relations pénibles avec son père auxquelles s'ajoute le fait que sa mère soit partie avec un autre homme, Mohamed VI n'est pas bien dans sa peau, et il ne veut pas être jugé. Il faut qu'on le prenne tel qu'il est, et les critiques émanant de son entourage sont malvenues. Lui-même manque de caractère et s'est logiquement entouré de gens à son image, analyse un observateur averti du magazine marocain. Les copains de Sa Majesté relèvent en fait de deux réseaux bien distincts. Le premier, le plus connu, est celui du Collège royal, qui a vu le jour en 1942, sous le protectorat français. À l'époque, le sultan Mohamed V souhaite inculquer à son fils, le futur Hassan II, une éducation à la fois traditionnelle et occidentale. À son tour, en 1973, Hassan II crée pour son fils une classe composée de 12 élèves, nés dans des familles du sérail ou issus de milieux modestes. Outre l'excellence scolaire, le second critère de sélection des enfants est la respectabilité de leur famille, dont le passé a été disséqué par les services de renseignement. Impensable que le futur roi soit accompagné, dans sa scolarité, par des fils de malfrats. Une fois au pouvoir, Mohamed VI se taillera auprès de ses pères chefs d'État une solide réputation de roi fainéant, en raison de ses vacances prolongées à l'étranger et de ses absences répétées aux grands sommets internationaux. Il n'en reste pas moins qu'une discipline de fer lui a été inculquée lors de ses années de collège. Réveil tous les matins à 6 heures, une heure de récitation du Coran obligatoire avant le petit déjeuner et, en moyenne, 45 heures de cours dispensés par semaine. Seule concession faite au futur monarque, qui ne brille guère en mathématiques. À partir de 1977, le programme scolaire est adapté à ses goûts et devient plus littéraire. Ce changement d'orientation va avoir une influence majeure sur la trajectoire du futur roi. Il entraîne en effet le départ de 2 élèves doués en maths, aussitôt remplacés par 2 autres jeunes qui, au fil des années, deviendront les plus proches camarades de Mohamed VI. Les intimes parmi les intimes, Mohamed Rochdi Shraibi, originaire de Ouarzazate, au sud du royaume, et Fouad Ali et Lima, qui vient de la région de Marrakech. Tous deux sont issus de familles modestes et sont parfaitement conscients de la chance qui leur est offerte. Lima et Shraibi se conduisent en éternels rivaux dont les joutes verbales peuvent à l'occasion basculer dans la violence. Exaspéré par son concurrent, Shraibi lance un jour au monarque, au sujet d'Elima: ce gars aura ta peau. Il est pire que Oufkir. Cette allusion est d'une extrême gravité. Après des années de bons et loyaux services, le général Oufkir avait en effet tenté de renverser Hassan II lors d'un coup d'état militaire qui avait échoué, en août 1972. Il fut alors sommairement suicidé tandis que sa femme et ses 6 enfants furent emprisonnés dans un bagne secret. Cette altercation et cette mise en garde valurent à Rochdi Shraibi d'être, il serait coutumier du fait, éloigné du palais pendant quelque temps. Plus retors, et surtout plus prompt à manipuler le roi en montant d'obscures cabales contre ses rivaux, Fouad Ali et Lima réussit finalement à s'imposer comme le plus proche camarade de Mohamed VI. Au cours de l'été 2011, il parvint à mettre, temporairement, il est vrai, hors circuit un énième rival, Mohamed Moatassim, juriste de renom et conseiller royal apprécié. L'imprudent avait commis l'erreur de déverser son fiel, sur une ligne téléphonique écoutée, à propos du PAM, Parti Authenticité et Modernité,
créé de toutes pièces par Mohamed VI et piloté par Elima pour contrer les islamistes du PJD, Parti de la Justice et du Développement. Fort d'un stage de plusieurs années au ministère de l'Intérieur, alors dirigé par Driss Basri, Fouad Ali et Elima s'est piqué très tôt de renseignements. Il ne semble guère avoir laissé un souvenir extraordinaire à son ancien mentor, qui ne le portait pas dans son cœur et disait de lui, lorsqu'il était en exil à Paris, qu'il n'était pas assidu au travail, préférant faire la fête avec le prince héritier. C'était tout l'opposé de Yassine Mansouri qui, lui, était assidu, ajoutait volontiers Basri, faisant allusion à cet autre membre du collège royal qui dirige aujourd'hui le renseignement extérieur marocain, la Djed. Fouad Ali et Elima avaient alors la réputation d'être un joyeux drille. À Rabat, le prince héritier et ses amis fréquentaient assidûment un club à la mode, l'Amnésia. Fouad avait un appartement au-dessus de l'établissement et jouissait d'un ascenseur privé. Ainsi, le futur roi et ses copains pouvaient parvenir au carré VIP sans passer par l'entrée du public. Ils en sortaient comme s'ils descendaient d'une fusée, se souvient, encore amusé, cet ancien pilier de l'Amnésia. Autant de nuits blanches qui arracheront à Hassan II ce cri du cœur lorsqu'il apprendra que son fils comptait nommer Elima comme directeur de cabinet. Il a besoin de gens sérieux. Les copains, c'est pour faire la fête. Pourtant, peu de temps avant la mort de Hassan II, Elima ne se gênait pas pour intriguer en coulisses en faveur du futur roi. Selon le journaliste et célèbre éditorialiste marocain Khalid Jamaï, l'ami du prince héritier prenait volontiers contact avec les journalistes pour louer ses qualités, jeune, moderne, tolérant et féru de démocratie. Séduite, la presse mordit à l'hameçon avant de se rendre compte rapidement de sa bévue. Après quelques critiques sur l'entourage de Sa Majesté, ces insolents seront punis, interdiction du magazine d'opposition Le Journal en octobre 2000, fermeture du titre satirique Demain en 2003 et condamnation de son directeur, Ali Lamerabe, à 3 ans de prison ferme. Une peine qui, 2 ans plus tard, sera commuée en 10 ans d'interdiction d'exercer le métier de journaliste, une première mondiale. Selon l'avis concordant de plusieurs journalistes, Fouad Ali et Elima a joué un rôle prépondérant dans ce sérieux tour de vis sécuritaire. Il jouit depuis d'une image déplorable dans l'opinion publique marocaine, qu'il accuse d'être à l'origine des aspects répressifs et politiques les moins reluisants du règne de Mohamed VI. Depuis ces épisodes, ses relations sont tendues avec la presse indépendante et ne s'améliorent guère non plus avec les autres proches du monarque ou les hauts fonctionnaires. On recense notamment une empoignade virile avec un proche du roi, Fadel Benaïch. Mais la vie de tous les hommes qui entourent le roi est rythmée par ses caprices, et Elima lui-même n'y échappe pas. En 2005, il tombe en disgrâce pendant plusieurs mois. Une violente altercation l'oppose alors au nouveau directeur de la DST, Abdelatif Amouchi, qu'il considère comme l'un des responsables de sa mise à l'écart. Et Elima l'accusera de l'avoir fait espionner dans des hôtels où il était descendu. La cour est un monde aux haines recuites, et la monarchie des coquins tout aussi impopulaire que Fouad Ali et Elima, est précédée de surcroît d'une vilaine réputation d'homme sans scrupules. Mounir Majidi, le secrétaire particulier de Mohamed VI, gère l'immense fortune du monarque. Contrairement à son rival Elima, Majidi n'est pas issu des rangs du collège royal mais d'une autre bande tout aussi précieuse aux yeux du roi, celle de son cousin adoré Naoufel Osman, décédé prématurément du sida en 1992. De sang royal, Naoufel était le fils de la sœur cadette de Hassan II, Lala Neuza, morte à 36 ans dans un accident de voiture, et d'un homme politique qui allait devenir chef de parti politique et Premier ministre, Ahmed Osman. Leur fils a été élevé aux États-Unis, loin des pesanteurs du Magzen, et il se dit que c'est lui qui a initié le prince héritier au sport de glisse, notamment au jet ski. Le futur roi en deviendra tellement accro qu'un humoriste marocain, interdit de scène depuis 20 ans, Bziz, l'affublera du sobriquet bien senti de Sa Majesté. Au fond, Naoufel et sa bande, dont le noyau dur se composait de 5 à 6 fêtards, était une bouffée d'air qui changeait le prince du collège royal et des camarades de classe avec qui il était constamment, raconte un homme qui les a jadis fréquentés. Mounir Majidi,
décrit par ses nombreux détracteurs comme intellectuellement médiocre, est pourtant loin d'avoir un passé de cancre. C'est même en vertu de ses bonnes notes à l'école qu'il est parvenu à s'infiltrer jusqu'au cœur de la monarchie. Tout se joue lorsque le jeune Majidi est en classe de CM1, dans une modeste école publique. À l'époque, les parents de Naoufel ont décidé d'ouvrir une école à leur domicile pour que leur fils soit entouré d'autres enfants que ceux du Gotha de Rabat. Une forme de collège royal, en quelque sorte, dont les critères de sélection sont aussi draconiens en matière de résultats scolaires. Ahmed Osman est une créature d'Hassan II, qui a totalement façonné sa carrière politique. C'est un fidèle, mais aussi un courtisan zélé. Cette décision de créer un ersatz de collège royal témoigne autant du mimétisme que de la reconnaissance qu'éprouve Osman pour celui auquel il doit tout. Réussissant son casting, Mounir Majidi est donc bientôt invité à quitter le domicile familial pour s'installer chez les Osman. Ce déménagement va bouleverser sa vie. Naoufel, qui a le même âge que son cousin, le prince héritier, l'invite souvent chez lui, et voici le futur Mohamed VI débarquant avec sa bande du collège royal. Lors des premiers contacts avec le futur roi, timide, Mounir Majidi se tient toujours en retrait. Après 2 années passées aux États-Unis, où il obtient un MBA, et des études d'informatique à Strasbourg, Majidi rentre au pays, où il entame une carrière de technocrate, passant du holding royal ONA à la CDG, la Caisse de dépôt et de gestion, l'équivalent de notre caisse de dépôt et consignation. Il reprend alors contact avec l'entourage du prince héritier et commence à fréquenter assidûment les mêmes soirées, au point que ce dernier le nommera secrétaire particulier dès l'an 2000. Comme le clan du collège royal, celui des amis de Naoufel est traversé par des guerres intestines, dont fera les frais Hassan Bernoussi, un jeune homme qui descend d'une grande famille de Rabat. Hassan était le plus fidèle d'entre tous à l'époque où Mohamed VI était prince héritier. Mais, pour se débarrasser de lui, au moment où il est monté sur le trône, ses rivaux dans l'entourage du nouveau roi vont faire croire qu'il était au centre d'un complot français visant à mettre la main sur les richesses de l'économie marocaine. Croit savoir une connaissance de Bernoussi, une assertion sans preuve qui s'explique peut-être par le fait qu'en 1997 et 1998 il se murmurait que Hassan Bernoussi était pressenti pour devenir le futur grand argentier du royaume. C'est finalement Mounir Majidi qui héritera de cette place tant convoitée, après que son rival fut tombé en disgrâce. Majidi, l'obligé des émirs du Golfe, un des amis de Majidi, qui souhaite lui aussi rester anonyme, se souvient qu'il a réellement commencé à acquérir du pouvoir lorsqu'il fut nommé secrétaire particulier du roi. Je dirais même qu'il doit son ascension à l'évolution de cette fonction sous Mohamed VI. Assez vite, ce secrétariat s'est mis à fonctionner à la fois comme une banque privée et un facilitateur de relations, notamment avec les Émiratis, comme le cheikh Hamdan, qui allait devenir le prince héritier de Dubaï, et le Qatar. Mohamed VI, qui n'avait pas confiance en son administration, demandait régulièrement à son secrétaire particulier de recevoir telle ou telle personnalité du Golfe Persique. Exposé à des missions sensibles, et entouré d'ennemis, parmi lesquels Fouad Ali et Lima, qui cherchent à le piéger, Majidi apprend vite à ne pas laisser de traces derrière lui. Il n'a pas de boîte mail, n'envoie jamais de SMS même s'il en reçoit, ne laisse pas de messages écrits, souligna une autre personne qui l'a pratiqué. Surtout, Mounir Majidi frémit de peur au moindre mouvement d'humeur de son patron, dont les colères sont légendaires, et pas seulement à cause des corrections physiques que celui-ci lui inflige de temps à autre. Les relations qui le lient au monarque sont faites de dépendance réciproque. Fouad Ali et Lima et le groupe du collège royal, Mounir Majidi et la bande à Naoufel. Au début des années 2000, les copains de Sa Majesté trustent la totalité des postes clés du royaume, excepté ceux qui relèvent de la sphère purement militaire. À Paris comme à Rabat, rares sont celles et ceux qui signalent les risques inhérents à cette prise de pouvoir où le copinage l'emporte sur la compétence. C'est le cas de Nawab, qui ne souhaite pas non plus que son identité soit dévoilée, mais qui aura très tôt tiré la sonnette d'alarme. Pour lui,
Il s'agit d'un succès relatif pour des fêtards qui ont passé leur vie à organiser des soirées gays, mais qui n'ont aucune expérience du gouvernement. Bonne ou mauvaise, ils n'ont aucune idée de ce qu'est la pratique du pouvoir. Ce succès, aussi relatif soit-il, leur monte malheureusement à la tête et ils croient qu'ils ont remporté la bataille. Ce régime se cherche, est incapable de procéder à un changement profond, authentique et définitif. Une analyse prémonitoire. Chapitre 5. La cour devient une basse-cour. Au début du règne de Mohamed VI, le holding royal Lona, dont le monarque et sa famille possèdent des titres, va mal, très mal, même. Un an plus tôt, en 1999, il a dû emprunter 500 millions de dirhams, 50 millions d'euros, aux banques pour repousser un magnat de la finance, Othman Ben Jelloun, qui venait de lancer un raid boursier sur la Sony, un autre holding royal. Puis, dans les 2 ans qui suivent, Lona pâtit de la stratégie désastreuse de Mourad Cherif, qui y sévit comme PDG de 1999 à 2002. Surnommé Mourad II par ses employés en référence au calife ottoman Mourad Ier, Cherif est atteint d'un sévère syndrome d'autosuffisance et reproduit à volonté les comportements du Makhzen, obséquieux avec les puissants, odieux avec les faibles. C'est ainsi qu'il fait volontiers patienter 2 heures durant les administrateurs de Danone, pourtant associés de longue date de Lona au sein de la centrale laitière. Mais le plus grave n'est pas là. Mourad Cherif se pique d'avoir une vision d'entreprise pour le groupe qu'il dirige. Afin de ne pas rater le train de la mondialisation, dit-il, celui-ci doit à tout prix conclure des partenariats privilégiés avec de grands groupes mondiaux. Les alliances conclues sous Ascend avec le cimentier Lafarge et Danone ont été fructueuses. Mourad Cherif se tourne donc vers la France, le plus fidèle allié du royaume alaouite, et décide que les groupes français seront systématiquement privilégiés. Ce réflexe n'est pas rare chez les Makhzéniens de choc qui ont fait leurs études en France ou entretiennent des liens étroits avec l'ancienne puissance coloniale. Cette stratégie consistant à accorder la priorité à la France a été inaugurée par le conseiller de Ascend André Azoulay, qu'il a appliqué au profit du groupe hôtelier Accor, ou encore de Publicis. Mourad Cherif n'innove donc pas en cette matière, mais se montre particulièrement zélé à défendre les intérêts français au Maroc. Il se hâte d'abord de vendre au groupe d'assurance AXA l'un des fleurons de Lona, l'Africaine d'assurance, dans des conditions rocambolesques. Il commence par marchander un statut d'actionnaire minoritaire pour Lona, avant de céder l'ensemble à un prix que les experts considèrent comme bien inférieur à ce qu'il aurait dû être. Dans le même registre, Lona vend une dizaine d'hypermarchés Marjane au groupe Auchan, pour un prix qui sera à nouveau jugé bien trop bas. En parallèle, le patron de Lona se lance dans une série d'acquisitions hasardeuses, la petite biscuiterie Bimo, pour laquelle le holding royal débourse 440 millions de dirhams. La reprise au prix fort d'une PME spécialisée dans les gaufrettes et les cacahuètes. Les résultats ne se font pas attendre. En 2001, le cours de bourse de Lona chute de 40% et le holding plie sous un endettement record. Mourad Cherif ne sera démis de ses fonctions qu'en 2002. Pour assombrir encore ce début de nouveau règne, le palais entretient des relations tendues avec le patronat marocain, pourtant réputé, à quelques exceptions près, pour sa docilité. Les chefs d'entreprise n'investiraient pas assez au royaume. On était dans l'impasse, reconnaît ce consultant qui a travaillé à débloquer la situation pour le compte des autorités marocaines. Mais il faut aussi comprendre les patrons. Au cours de ces dernières années, l'État avait cumulé de très lourds arriérés de paiement auprès des entreprises, au point que certaines d'entre elles étaient à sec. Compte tenu de l'urgence, l'argent public est débloqué aussi vite que possible, et le miracle survient, les patrons commencent à rapatrier au Maroc l'argent qu'ils avaient placé à l'étranger. La Suisse était alors temporairement devenue le second plus gros investisseur étranger du royaume, ironise le consultant. Une grève de l'investissement inventée de toutes pièces. Les hommes du roi, notamment Fouad Ali et Lima, ministre délégué à l'intérieur, et Mounir Majidi, secrétaire particulier de Sa Majesté, instrumentalise cette supposée jacquerie patronale comme une aubaine, pour mieux faire rentrer les chefs d'entreprise dans le rang.
Ils exploitent à loisir un argument mensonger. Les patrons ont tenté de faire la grève de l'investissement car ils ne croyaient pas au nouveau roi. C'est faux, proteste l'un d'eux. Notre attentisme s'explique par une conjoncture économique médiocre où les perspectives de rentabilité étaient perçues comme faibles. Durant ces années, il n'y a jamais eu de grève de l'investissement. Cette manipulation n'est pas le fruit du hasard. Au début du règne de Mohamed VI, de grandes manœuvres se préparent en coulisses pour mettre la main sur la gestion de la fortune royale. Mohamed VI ne cache pas à son entourage qu'il en fera une de ses priorités, et y être associé est un moyen efficace de s'attirer les faveurs du sultan. Dès le mois de mars 2000, le roi nomme Driss Jettou à la tête de l'ONA. Le choix de cet homme lisse et discret, que le ministre de l'Intérieur de Hassan II, Driss Bazri, se vantait d'avoir découvert en 1995, n'est pas dénué de pertinence. Contrairement au jeune quadras surdiplômé et arrogant qui évolue autour de Mounir Majidi, Jettou n'est ni polytechnicien ni centralien. Il a mené sa carrière de chef d'entreprise dans la chaussure et cumule les fonctions politiques sans entretenir une réputation d'affairiste. Pas encore, en tout cas. Successivement ministre du Commerce et de l'Industrie puis ministre des Finances, Jettou est plutôt réputé compétent. Et, lorsqu'il devient représentant officiel des intérêts de la famille royale au sein de l'ONA, c'est tout naturellement que la presse aux ordres le qualifie obséquieusement de fidèle serviteur du trône alawite. Plus terne que jamais, il s'attaque alors à sa mission, dessiner les contours de la nouvelle stratégie de l'ONA, qui doit marquer le nouveau règne. Objectif inavoué, faire gagner beaucoup d'argent au roi et à sa famille. La tâche s'annonce difficile. Lorsque Driss Jettou prend ses fonctions, il trouve les établissements royaux dans un piètre état, traversé de conflits sociaux, explique l'économiste marocain Fouad Abdelmoumni. Certains gérants ne payaient pas les salaires, et les forces de l'ordre intervenaient épisodiquement pour calmer les esprits. En dépit de ce climat pesant, il estime qu'il faut dissoudre les participations majoritaires outrevoyantes de l'ONA et opter pour des participations minoritaires dans de nombreux secteurs. Driss Jettou estimait que l'ONA et donc le monarque ne devaient pas être des acteurs majeurs dans l'économie, mais que le holding royal devait se cantonner à être une société de participation, complète le patron marocain qui s'est exprimé plus haut. Driss Jettou n'aura pas le temps de mettre en œuvre sa stratégie. Un an plus tard, en 2001, il est brusquement nommé ministre de l'Intérieur. Les choix et les caprices du roi ne s'imposent-ils pas à tous? Mounir Majidi lui succède. Il pense avoir acquis les rudiments du métier de gestionnaire de la fortune royale au contact de Driss Jettou. Il est épaulé par un illustre inconnu, Hassan Bouhamou, qui, en 2001, a été nommé à la tête du holding royal SIG. Son visage poupin et ses épais sourcils noirs lui donnent de faux airs de labrador qui ne doivent pas tromper, intellectuellement supérieur à l'entourage médiocre qui gravite autour de Mohamed VI, cet homme aime la discrétion. C'est un homme impitoyable, dit-on, et il entend se faire une place au soleil de la monarchie. Il aligne un début de carrière irréprochable, école polytechnique et mine en France. Poste d'ingénieur chez Schlumberger, retour au pays en 1992, et des fonctions dans la banque BMCE où il s'est fait repérer par un proche de Mounir Majidi. L'homme le présente très vite au secrétaire particulier du roi en quête de jeune et brillant manager à la fibre patriotique. En 2001, personne ne soupçonne le rôle prépondérant que Hassan Bouhamou va jouer dans la vaste entreprise de prédation de Mohamed VI. Très vite, il forme une alliance stratégique avec Majidi, qu'il ne lâchera plus, lui servant d'éminence grise. Pour l'heure, le duo Majidi-Bouhamou est confronté à un problème nommé Driss Jettou. Il prépare dans l'ombre la première étape de la vaste entreprise de mise en coupe réglée du pays, qui passe, selon eux, par l'émergence de champions nationaux. Une stratégie qui se situe à l'exact opposé de celle prônée par Driss Jettou. Au palais, la doctrine dominante affirme qu'un champion national doit être un leader dans son domaine, faire office de locomotive pour les autres entreprises et servir de levier pour tirer un secteur vers l'excellence. Avec quelques années de recul, on s'aperçoit que le champion national est, de fait, une entreprise dont le roi est actionnaire et qui n'accepte d'évoluer que dans un contexte de monopole où,
à la rigueur, de quasi-monopole. Aucune concurrence sérieuse n'est tolérée, et tous les moyens sont mis en œuvre pour parvenir à ses fins, y compris le recours à une justice peu réputée pour son indépendance. Pour convaincre Mohamed VI de se rallier à cette théorie des champions nationaux, qui n'est pas encore entrée dans sa phase d'application, le duo infernal n'hésite pas à expliquer au roi que ces entreprises permettront de créer de nombreux emplois. La crise de jalousie des Lima. Sur le plan politique, un domaine sur lequel les deux hommes n'ont pas prise, la situation se dégrade. Au printemps 2002, le gouvernement socialiste, mené par Abderrahmane Youssoufy, s'épuise dans la désillusion générale. Des élections législatives ont lieu en septembre mais, contrairement à l'usage, Mohamed VI ne choisit pas son Premier ministre dans l'une des deux grandes formations politiques que sont l'Istiklal, conservateur, et l'USFP, Union socialiste des forces populaires. Il jette à la dernière minute son dévolu sur son ancien grand argentier, Driss Jettou. Cette nomination en surprend plus d'un. L'homme n'est encarté dans aucun parti, mais est néanmoins perçu comme un geste d'ouverture et de dialogue. Homme de contact et courtisan formé à toutes les subtilités du Magzen, Driss Jettou a été assez habile pour placer ses réseaux à la disposition de Mohamed VI et cultiver son profil d'éternel soumis. Il faut dire que les réseaux en question comptent de nombreuses ramifications. C'est ainsi que Jettou s'entend fort bien avec les principaux généraux de l'armée marocaine, qui forment l'ossature du régime. Il jouit en outre du soutien des milieux d'affaires, et les patrons voient en lui un des leurs, mais aussi le représentant des Berbères. Consensuel à souhait, Driss Jettou est en quelque sorte l'homme pivot de la monarchie. Il sait mieux que quiconque que, pour évoluer et durer au sein de ce système, il ne faut afficher ni ego ni personnalité trop marquée. Son succès commence bientôt à irriter Fouad Ali et Lima, qui use et abuse de sa proximité avec le souverain pour tirer les ficelles de la vie politique du royaume. Chaque fois qu'il sent un rival pointer, Lima nourrit une violente jalousie à son égard, et il en veut à Jettou d'avoir organisé avec succès les législatives de 2002 lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, puis d'avoir instauré une dynamique de travail qu'il a éclipsée, lui, le vieux copain du souverain. Alors si en plus, maintenant, Driss Jettou devient le chouchou du patronat et des chancelleries étrangères, et Lima livrera une guerre sans merci au Premier ministre nommé par Mohamed VI. Jettou tiendra pourtant jusqu'en 2007, date à laquelle il sera démis de ses fonctions. Mais à quel prix? Pendant toutes ces années au pouvoir, Jettou aura été soumis au travail de sape des Lima. Un témoin qui a côtoyé le conseiller royal pendant ces années se rappelle la violence de ses propos. Jettou est un grand salaud qui fait croire que toutes les initiatives du roi viennent de lui, aurait-il dit un jour. Avant qu'il soit écarté de son poste, ses adversaires, et Lima en tête, mais aussi Mounir Majidi et Hassan Boumou, auront obtenu une première victoire contre lui. Mohamed VI n'adressait plus la parole à son Premier ministre. Il avait pratiquement cessé de le recevoir. Certaines affaires, dont certaines sont fondées et d'autres non, fleurissent alors dans les médias. Ainsi, en 2006, il est révélé que le Premier ministre aurait pesé de tout son poids pour défendre les anciens dirigeants de l'Office chérifien des phosphates, OCP, mis à pied par la nouvelle direction qui aurait découvert une épouvantable gabegie financière. D'autres affaires moins crédibles ont trait à des terrains mal acquis, qui seraient autant de cadeaux royaux ou dispensés par certains politiques. Le terrorisme français fait irruption. Un événement majeur dans l'histoire récente du Maroc va temporairement mettre un terme aux affrontements au sein du Magzen. Le 16 mai 2003, 5 cellules de kamikazes se font sauter à Casablanca, la capitale économique du royaume, tuant 45 personnes, dont 12 terroristes, et en blessant une centaine d'autres. Les djihadistes qui ont été recrutés par la France ont sommairement ciblé des yeux qu'ils associent à la débauche aux étrangers. Une place de la Médina, l'hôtel Farah, la Casa d'Espagne Tilda, et le restaurant Positano. Les responsables de la sécurité, et en premier lieu le général Amidou Lanigri, qui dirige la DST,
ont vite fait de pointer du doigt la nébuleuse terroriste d'Al-Qaïda et Oussama Ben Laden encore auréolé par les attentats du 11 septembre 2001. Pourtant, tous les kamikazes sont marocains et issus d'un même bidonville fait de baraquements en tôle et de ruelles boueuses, celui de Sidi Moumen. Là s'entassent des familles venues des campagnes, dont la jeunesse n'arrive pas à trouver sa place dans le tissu urbain. Les salafistes et les prêcheurs de haine trouvent en ces lieux des oreilles attentives. Les images insoutenables des blessés et des cadavres choquent profondément l'opinion publique marocaine. Le royaume vient de basculer dans l'ère du terrorisme sioniste, dont il avait été préservé jusqu'alors, en apparence seulement, comme le note le journaliste Ahmad Roda Ben Chamezi. Dans un excellent texte publié après les attentats de Casablanca, les mois précédant ces attaques suicides, le Maroc avait connu plusieurs alertes terroristes sionistes de premier ordre. D'abord sous la forme d'actes criminels isolés, comme ce 23 mars 2002, quand un ivrogne avait été lapidé à mort en pleine rue par une cellule dirigée par un prédicateur qui jouait aussi aux émirs. Plus grave, près de 2 mois plus tard, une cellule dormante d'Al-Qaïda, où avaient été identifiés 3 Saoudiens, avait été démantelée. Elle projetait notamment de faire sauter un navire américain croisant dans le détroit de Gibraltar. Enfin, en mars 2003, un attentat avait été déjoué au complexe cinématographique Megarama, à Casablanca. Le carnage avait été évité de justesse. Terrorisme d'origine française, le Maroc est à la croisée des chemins, et cela depuis longtemps, même si la Dolce Vita dans laquelle s'installe le roi incite à l'oubli et à la torpeur. Et pourtant, les services de sécurité n'ignorent pas que, dans les années 1980, pas moins de 70 Marocains ont pris le chemin de l'Afghanistan pour combattre les Russes aux côtés des moudjahidins afghans. Puis, au tout début des années 2000, le groupe islamique combattant marocain, plus connu sous le sigle JICM, voit le jour en Afghanistan, avec la création d'un camp d'entraînement pour les djihadistes en provenance du royaume. Il nous pousse à revenir à l'époque d'Oufkir. Le désordre et la confusion qui règnent alors au Maroc travaillent en faveur de Fouad Ali et Lima, qui, malgré ses compétences limitées en matière de lutte contre le terrorisme, intrigue en coulisses pour s'immiscer dans ce dossier. Une source des services secrets français de la DGSE, qui espionne l'ami du roi, se fend d'une note ô combien instructive à son officier traitant. On y apprend que, pour Lima, ces attaques ont entaché l'image de l'exception marocaine en matière de sécurité, et que Sa Majesté ne peut que prendre les mesures adéquates dans les prochaines semaines. Et Lima tient davantage, on l'aura compris, du faucon que de la colombe et, au sujet des grandes figures de l'islamisme marocain, il se laisse même aller à quelques menaces. Nous passerons à l'acte et à la logique de l'œil pour l'œil. Il nous pousse à revenir à l'époque d'Oufkir. Sous-entendu, à la liquidation pure et simple des islamistes. Déchaîné, le ministre délégué à l'Intérieur s'en prend aussi à ceux qu'il juge responsables de la propagation d'une idéologie violente. Il pointe ainsi que le financement des groupes, grands comme petits, provient de la France en premier lieu, de la contrebande à travers l'Espagne et de l'argent de la drogue. Pour ce qui concerne les financements arabes, Lima vise en priorité les associations saoudiennes qui, selon lui, agissent probablement avec le consentement d'une partie des services. Quoi qu'il en soit, les fiches de renseignement de la DGSE révèlent que, après les attaques du 16 mai 2003, l'ami du roi pèse lourd dans la galaxie des sécuritaires qui gravitent autour du souverain. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour les généraux et autres amis d'Ould Nigri, patron de la DST, fort jaloux de leurs prérogatives. En 2002 déjà, Driss Basri, l'ancien ministre de l'Intérieur d'Hassan II qui se languissait en exil à Paris, prédisait à des agents de la DGSE venus le confesser à domicile que le roi ferait le ménage prochainement au niveau des principales institutions du royaume, notamment l'armée et les services de sécurité. Mais il le ferait par étapes, sans bousculade. Tout retraité qu'il était, Basri ne s'était pas trompé, à ceci près que Mohamed VI n'ouvrirait les hostilités contre les plus hauts gradés qu'en février 2005. La première victime de la purge sera le général Archi, spécialiste de l'islamisme radical, qui est renvoyé de la Djed,
renseignement extérieur marocain, au profit d'un civil, Yassine Mansouri, dont le principal mérite est d'avoir étudié au Collège Royal avec Mohamed VI. 3 mois plus tard, en mai 2005, le général Aroub, qui jouit d'une réputation d'homme intègre et dirige le 3e bureau de l'armée, est déstabilisé par la controverse liée à l'ouverture en grande pompe d'un musée à la gloire du maréchal Méziane, un fervent supporter du caudillo espagnol Franco. Puis, en juillet 2006, c'est au tour du général Belbachir, qui dirige le renseignement militaire, d'être mis en retraite d'office à la suite d'une étrange affaire liée à un groupe terroriste nommé Ansar al-Mahdi. Enfin, en septembre 2006, le palais fait un sort au général Hamidou Lanigri, qui avait déjà dû quitter la DST après les attentats de Casablanca de 2003 et qui occupait depuis lors le poste de directeur de la Sûreté nationale. Il est promu inspecteur général des forces auxiliaires, autrement dit des cordons de sécurité déployés lors des manifestations. Les confessions d'un baron de la drogue ayant mouillé l'un de ses proches, qui occupait le poste stratégique de chef de la sécurité des palais royaux, auront été utilisés pour le faire destituer. Fin 2006, lorsque la reconquête du pouvoir sécuritaire par Mohamed VI et Fouad Ali et Lima est achevée, il ne subsiste plus qu'un survivant de l'ancien système, le général Hosni Ben Slimane. Plus puissant que les autres, il dirige toujours la gendarmerie royale, qui assure la sécurité du monarque lorsqu'il se déplace.